Salut et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui vous en recommande d'autres et qui réfléchit à la place des podcasts dans nos vies. Aujourd'hui, je suis super heureuse de vous proposer un format et un sujet un peu différent d'habitude. Alors en premier lieu, je suis pas toute seule dans le fauteuil de l'intervieweur-intervieweuse puisque mon copain et talentueux podcasteur Hervé Obolt du studio de podcast Stéréolab est à mes côtés. Vous l'avez sans doute entendu dans la saison 1 de Génération Podcast alors qu'il nous présentait un de ses podcasts que j'adore, Travail soigné. Salut Hervé, ça va ? Salut Anne-Fleur, ça va très bien, je suis ravi de te retrouver. J'ai juste une petite sensation de déjà-vu que je ne m'explique pas. Effectivement. Donc voilà, si j'avais prévu de pas le dire, c'est loupé. Alors je vais vous avouer un truc, avant qu'Hervé ne vous raconte absolument tout, c'est en fait pas la première fois qu'on enregistre cet épisode. Tu veux nous expliquer, Hervé ? Non, je te laisse t'empêtrer dans ton truc. Fin mai, je suis rentrée en France, on a enregistré pour la première fois cet épisode. Pour la petite histoire, et puisqu'on est absolument entre nous, je venais d'atterrir en France, j'étais un petit peu décalquée, je rentrais des États-Unis, là où j'habite. Et disons que j'étais pas au maximum de mes capacités. Et puis surtout, je crois que c'était la première fois qu'on se rencontrait tous les Absolument. deux en personne et on a beaucoup rigolé. Un peu trop même, ouais. Mais moi, effectivement, j'étais content qu'on se rencontre en vrai. Et surtout, c'était un peu une première pour moi de faire un podcast à deux micros comme ça. D'habitude, je suis tout seul devant le micro, et donc c'est un exercice très sage, quoi. Et je devais être de bonne humeur. Effectivement, on s'est tapé quelques barres. Mais comme on avait à cœur de bien faire les choses, sérieusement, il valait mieux remettre le couvert. C'est ça. J'ai essayé de faire le montage de cet épisode pendant quelques mois, puis j'ai dû Ça a été prendre le feuilleton de l'évidence. l'été. Et j'ai fini par te demander de bien vouloir réenregistrer. Donc nous voilà. Alors, je vous parlais d'un format tout particulier. Je vous ai présenté à Hervé, ça c'est fait, mais c'est pas tout. Depuis que je l'ai interviewé dans la saison 1 du podcast, Hervé et moi, on échange pas mal, on échange régulièrement, et on a réalisé que tous les deux, on était de véritables junkies de l'information. L'information, on la consomme, on adore ça. Alors, on s'est tout d'abord dit qu'on allait travailler ensemble pour vous proposer une sélection collaborative de podcasts d'infos, comme je l'ai déjà fait avec d'autres podcasteurs. Mais au bout de 30 minutes de débat sur ce que ce serait, sur ce qu'on allait inclure dans cette sélection, on a dû se rendre à l'évidence, il y avait clairement un sujet. Alors, on va vous la proposer, notre sélection, mais on est aussi allé tendre nos micros à celles et ceux qui racontent l'info en podcast en France, pour ensemble tenter de répondre à quelques questions, parmi lesquelles peut-on parler d'information dans le podcast natif ? Quels sont les biais de ce média quand on parle d'information à l'heure des fake news ? Comment savoir qui et que croire ? On va aussi parler des inspirations internationales, parmi lesquelles une des références dans le monde, pour tout le monde, The Daily du New York Times. Et on va aussi parler des coulisses de l'information. Bref, programme hyper chargé. Avant toute chose, Hervé, est-ce que tu te souviens du premier podcast d'information que tu as écouté ? Et peut-être même plus spécifiquement, de quand et comment tu es passé de la radio ou des journaux papier, par exemple, au podcast en termes d'infos ? Alors, il va falloir que je remonte le temps un peu plus loin, car mon rapport à l'info date de mes années lycée. Un des événements qui m'a le plus marqué, adolescent, c'était la chute du mur de Berlin. Donc, pour vous situer, c'était fin 89. Et c'était surtout la sensation unique de vivre l'histoire en direct. Qu'on a connu par la suite aussi avec le 11 septembre. Voilà, il y a des grands événements marquants comme ça qui ont jalonné nos vies. Et donc, c'est probablement ce qui m'a conduit vers des études de journalisme. Et là, évidemment, j'ai baigné dans l'info. Je lisais la presse quotidienne matin et soir, plus la radio, plus la télé. Et assez vite, par la suite, j'ai travaillé de chez moi et mécaniquement, j'ai moins lu la presse quotidienne, mais j'ai toujours beaucoup écouté la radio. C'était l'époque aussi, on a connu la naissance de France Info. C'était la première radio d'info en continu. C'était en 87. C'était une vraie révolution à l'époque. Et je continuais de lire la presse magazine. Donc, je suis pas passé d'un usage à l'autre, mais j'ai plutôt ajouté des podcasts natifs à mes habitudes d'écoute quotidienne. Donc je cumule. Mais pour ce qui concerne le premier podcast natif d'information, donc quand je parle de podcast natif d'information, je pense à des podcasts réalisés par des journalistes, parce que je suis un peu corpo. Donc un des premiers que j'ai pu écouter, j'aimerais te dire que c'est The Daily pour me la raconter un peu, mais je suis pas sûr. En tout cas, le premier podcast natif français d'information que j'ai écouté, je pense que c'était probablement Programme B, mais j'écoute beaucoup plus régulièrement Code Source, et j'aurai sans doute l'occasion de t'expliquer pourquoi. Ah bah ouais, on va y revenir. Moi perso, je sais plus trop. J'ai beaucoup écouté France Info, moi aussi, et France Inter. Et en fait, quand je suis partie aux US, il y a un peu plus de 10 ans, j'ai commencé à écouter la matinale d'Europe 1. En fait, à l'époque, c'était les premiers podcasts facilement accessibles. Je crois que c'était Thomas Soto et Nikos au micro, pour la petite histoire. J'écoutais ça en décalé, en buvant mon café assis avec 6 heures de retard, et c'était assez pratique, en fait, parce que du coup, j'avais pas les pubs. J'aimais beaucoup. Ça rendait un peu dingue mon mari, d'ailleurs, qui aime le silence le matin, mais ça, c'est une autre histoire. Puis quand j'ai commencé les podcasts natifs, je pense que j'ai commencé par la story des Échos en France, avec Pierrick Fay.
En tout cas, je trouve ça assez fascinant, en toute honnêteté. Les podcasts d'actualité et d'information sont en plein boom en France. D'ailleurs, depuis le premier enregistrement de cet épisode, il y en a encore plein qui se sont lancés. Je ne sais pas si tu as fait gaffe. Je pense notamment à la loupe de l'Express, par exemple. Alors la loupe qui reprend un petit peu le même dispositif que ses petits camarades, c'est pas super original, faut bien dire, mais oui, il apparaît de plus en plus évident que les radios et les rédactions de presse écrite prennent le virage du podcast, et le phénomène s'accélère nettement depuis 2 ans à mesure que l'audience s'élargit. Et moi, je trouve qu'à l'heure où les fake news envahissent les réseaux, c'est une bonne chose que l'info soit disponible en mode podcast, relayée par des professionnels, mais surtout, et on aura l'occasion d'en reparler, c'est l'opportunité pour elles de lever le voile sur les coulisses du métier et d'asseoir un peu leur marque média. D'ailleurs, je vais faire une petite digression. J'écoutais, tu vois, je crois que c'était hier, la nouvelle émission de France Inter qui est dédiée au podcast Pop Pop Pop. Mais en gros, en fait, quand il parlait de l'information dans les podcasts, Hugo Travers, qui est le créateur de la chaîne YouTube et de podcast Hugo Décrypte, expliquait que les journalistes, c'est une des formations les plus détestées et à laquelle les Français font le moins confiance. Mais c'est ça qui est génial. Ouais. C'est qu'on on a un rapport à l'information qui est boulimique. Hein. Il n'y a qu'à voir le nombre de gens qui sont branchés sur BFM TV toute la journée et qui en même temps ont une défiance envers les journalistes, mais qui ne peuvent pas s'empêcher d'écouter. Quoi. Ça, c'est dingue. Il y a un article super intéressant que j'ai trouvé sur le blog de l'INA en préparant ce sujet, qui est sorti sur justement le sujet des podcasts d'information. C'est Isabelle Durier qui parle notamment du retard de la France en 2019 sur le reste du monde en termes de podcasts d'actualité. En fait, à l'époque, selon les stats d'Apple, qui est la plateforme la plus utilisée dans le monde pour écouter les podcasts, plus de 70% des écoutes de podcasts d'information, c'était des replays de radio en 2019 et 30% c'était du natif. Alors que dans d'autres pays comme les États-Unis, l'Angleterre ou la Suède, la proportion c'était l'inverse. C'était 30% de replay et 70% de natifs. Depuis 2020, donc beaucoup plus récemment, la France semble être complètement au taquet niveau rattrapage. Et Isabelle Durier, donc l'autrice de l'article, suggère que l'entrée du Monde, le quotidien, dans le champ des podcasts d'actualité, signe un tournant véritable en fait, dans cette adoption du podcast d'actualité en France. Les podcasts du Monde dans l'actualité, d'ailleurs, ce serait pas un des podcasts que tu as choisi, Hervé? Oui, alors le premier podcast dont on va parler, c'est L'heure du monde, mais ce qui m'intéressait, c'était d'interroger l'équipe de productrices qui est à l'origine du format, à savoir Adèle Imbert et Émilie Denêtre, qui ont créé le studio Insider Podcast. Elles sont connues pour avoir produit l'excellente contre-enquête 1000 degrés il y a, ça doit remonter à 2 ans maintenant. Et plus récemment, elles ont sorti une série qui s'appelle Détenu, qui est, je crois, pas dire de bêtises, en exclu sur Spotify. Ah, qui est génial d'ailleurs. Ouais, c'est une série de témoignages, c'est super intéressant. Et donc voilà, Adèle commence par nous raconter la chronologie de leur collaboration avec Le Monde. Eh ben, on écoute. Ça a démarré, en gros, quand je suis rentrée des États-Unis, j'avais contacté Le Monde parce que moi, j'avais été un peu biberonnée à la culture américaine et au podcast américain, dont The Daily du New York Times. Et c'est comme ça que j'ai pris contact avec la direction de la rédaction. Et on a commencé à parler un petit peu, à échanger sur quelle pourrait être l'identité du Monde en podcast. En fin 2019, on met en place un peu les grandes lignes, les enjeux, quelle serait la tonalité, quel message on a envie de faire passer, quel est le son de l'actualité du monde. Et puis, il y a quelque chose qui arrive à l'échelle mondiale, c'est une pandémie. Avec Émilie, on s'était dit que le podcast d'actualité du monde ne verrait pas le jour tout de suite. Et en fait, c'est l'effet inverse qui s'est produit, puisque Jean-Guillaume Santi nous a recontactés en nous disant « Allons-y, profitons » entre guillemets, de cette pandémie mondiale pour proposer un contenu d'actualité. L'objet, c'était pas un podcast quotidien. Donc, on revenait un petit peu sur le format et sur la périodicité. Mais l'idée, c'était de se dire, lançons quelque chose maintenant qui pourra nous servir pour plus tard. Il y avait vraiment l'idée finalement d'être sur un grand événement mondial avec des gens qui étaient réellement en attente, qui avaient soif de savoir ce qu'allait se passer. C'est vrai qu'on se posait tous énormément de questions. Et donc, il y avait cette idée de proposer ce format un petit peu pédagogique, on pourrait dire, puisque c'était un petit peu l'angle qu'on avait, et qui était finalement un complément de tout ce que Le Monde pouvait offrir par ailleurs, qui a eu des très, très bonnes audiences sur son site internet. Les gens étaient vraiment tous derrière les écrans pour essayer de comprendre où on en était. Et en fait, le podcast était à ce moment-là un outil de plus pour le journal Le Monde. Au départ, on a accompagné Le Monde dans la création du concept, la création du format. Et puis ensuite, pour Pandémie, là, on a vraiment eu un rôle de productrice au sens technique du terme. Donc, on a dû nous-mêmes réinventer un peu la production audio avec Émilie. On a trouvé de nouveaux moyens de faire du son et du son de qualité
tout en étant tous à distance, puisque les équipes du Monde étaient en télétravail. Nous-mêmes, on était en télétravail, puisque c'était la période du premier confinement, donc confinement total. Il fallait d'un seul coup trouver une identité sonore, trouver une tonalité. Ça a été un espèce d'énorme terrain de jeu, en fait, très concret et à la fois préparatif du podcast qui allait devenir l'heure du monde. En fait, ça fait aussi partie de notre travail de consultante. On a fait un gros travail de décortiquage de ce qui existe déjà, parce que voilà, il y avait déjà effectivement beaucoup de podcasts d'actualité. L'enjeu, c'était de se dire, voilà, qu'est-ce qui, selon nous, en tant qu'auditeurs, enfin, en tout cas, nous aussi, en tant que productrices, fonctionne? Pourquoi on va accrocher sur tel épisode et moins sur tel épisode? Pourquoi on va accrocher sur tel format et moins sur tel format? On avait établi une espèce de grille avec ce qui, selon nous, étaient des marqueurs importants pour faire un podcast d'actualité du quotidien. Je pense que ce qui était important pour eux, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ont fait appel à nous, c'était d'injecter du narratif dans de l'actualité. L'actualité qui est plus ou moins chaude d'ailleurs en fonction des épisodes, en fonction des sujets. Comment on peut utiliser des codes de la narration presque fictionnelle pour les adapter à de l'actualité journalistique très sérieuse et très rigoureuse. Voilà. Et c'est en ce sens-là qu'on a essayé de les accompagner. Et je pense que le résultat est assez intéressant puisque l'idée, c'est d'ouvrir chaque épisode sur une scène assez produite, c'est-à-dire vraiment avec une réalisation très affirmée pour vraiment attraper l'auditeur et l'embarquer ensuite dans un format un peu plus classique d'interview posée avec le journaliste ou la journaliste qui a rédigé le papier. Intégrer du narratif à l'actualité, pour nous, c'était aussi un des enjeux qui nous permettait de nous distinguer d'un format radio classique. Voilà, l'idée aussi d'intégrer des coulisses du travail de la rédaction du Monde, l'idée de trouver une tonalité peut-être un peu plus immersive, un peu plus inclusive aussi. Voilà, il y a plein de codes auxquels on a réfléchi en amont pour évidemment distinguer le podcast de la radio. Pandémie, on savait que c'était de toute façon un format qui était sur une durée limitée, puisque Pandémie s'arrêtait à la fin du premier confinement. Après, ce qui était intéressant, c'était du coup de pouvoir tirer les leçons de ce format-là et de se dire, un peu comme on l'a fait avec les podcasts des autres, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché et comment on peut tirer le meilleur de ce format-là pour faire un nouveau format de podcast d'actualité. Ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est que c'était très intéressant, c'est quand les journalistes acceptaient de dévoiler la manière dont ils étaient arrivés à obtenir une interview ou ce qui avait pu fonctionner, moins bien fonctionner. Et il fallait évidemment que ça fasse sens avec leur travail et avec un papier journalistique, c'est-à-dire que c'était pas l'anecdote pour l'anecdote. Il fallait vraiment que ça ait du sens sur le rendu final et comment ça avait pu impulser une partie du papier. Et ça, je pense que c'est assez intéressant parce que du coup, ça dévoile les coulisses, ça fait un lien avec les auditeurs qui comprennent aussi comment les journalistes du Monde travaillent, parfois comment une interview s'obtient, comment elle est refusée une première fois, comment il faut insister. Et je pense que tout ça, c'est vraiment des éléments qui sont intéressants et qui sont aussi du coup dans l'heure du Monde, ainsi que le temps, le format des épisodes. Au départ, on était des fois sur des formats un peu plus courts, 12-13 minutes, puis on a vu qu'on pouvait monter un petit peu au-dessus à 20 minutes et que ça fonctionnait toujours autant et qu'il y avait encore de l'espace pour du narratif. Voilà. À mon avis, c'est important pour les auditeurs de découvrir une autre facette de la rédaction parce que c'est pas du tout quelque chose qu'on peut avoir à l'écrit. Et là, c'est un peu, voilà, vous avez peut-être lu l'article du journaliste que vous allez entendre, mais vous aurez quand même du bonus. Vous aurez de toute façon quelque chose que vous n'aviez pas dans le papier si vous écoutez le podcast. Et ça, je pense que c'est essentiel, à mon avis. Je trouve ça absolument passionnant. Je trouve aussi génial en fait cette adoption, tu sais comme on dit en fait en anglais to embrace ce qui se passe. Donc voilà, ça a été le bordel, c'était le confinement, c'était la pandémie. Ok, on lâche enfin c'est pas qu'on lâche complètement ce sur quoi on est en train de travailler, mais voilà, on se lance et on va pas rester pendant 6 mois à se poser la question de s'il faut le faire, s'il faut pas le faire. Je trouve aussi super intéressant cette durée limitée, c'est-à-dire qu'ils savaient que ça allait pas être un truc qui lançait pendant 15 ans quoi. Et en
plus de tout ça, donc injecter, comme elle le dit, du narratif en fait dans l'information. C'est un côté coulisses que toi, tu as l'air aussi, personnellement, j'ai l'impression de beaucoup apprécier, moi aussi d'ailleurs. Comment est-ce que tu expliques que c'est un truc en fait que tu recherches autant et que tu apprécies finalement ? Personnellement, j'aime bien qu'on me raconte les coulisses de l'info. De ce point de vue, il y a plusieurs autres séries qui sont super intéressantes et que tu connais. Il y a Mécanique du journalisme de France Culture qui est juste mais renversant quoi. Où là du coup c'est vraiment un podcast sur comment on fait l'information. C'est bien pour ça que ça s'appelle. Finalement, on parle très peu de l'info. Ah oui, non, c'est un complément d'information, mais ça explique vraiment comment les journalistes travaillent. Et de ce point de vue, c'est d'une passionnant parce qu'on passe en revue plusieurs grandes affaires. Donc il y a l'empoisonnement de Navalny, il y a l'affaire Fillon, il y a je sais plus, il y en a 4 ou 5 qui se suivent et ça se dévore. On peut les binger tellement ça reste passionnant, même si c'est là que c'est intéressant, c'est que l'événement dont ça parle, on le connaît, on a eu l'info, la plupart du temps l'histoire est même finie, et là on apprend comment les journalistes ont travaillé et ça devient un roman policier quoi, c'est génial. Donc il y a Mécanique du journalisme qui montre très très bien les coulisses de l'info. Il y a aussi un autre podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle L'envers du récit, qui est produit par La Croix, qui est très intéressant. Je connais pas. Et là aussi on va interroger des journalistes, mais pareil, c'est plus sur comment on a mené ce grand reportage à l'étranger sur un événement, etc. Et donc là on a beaucoup plus le ressenti. Donc c'est pour ça qu'on pourrait faire le distinguo entre les podcasts d'actu et les podcasts d'information ou de complément d'information. C'est un petit peu compliqué. Ouais. Mais effectivement, moi, c'est ce que j'aime beaucoup parce que je sais un peu comment on la fabrique, l'information. Mais je trouve très intéressant d'avoir le ressenti personnel, effectivement, des journalistes qui sont sur le terrain. Et je pense que c'est vraiment un moyen de retisser le lien avec les auditeurs et de redonner confiance aux auditeurs. On parlait tout à l'heure de la défiance des Français en général avec les médias. Alors, un peu moins avec la radio, étrangement, alors que la source d'information est toujours la même. Au départ, c'est les agences de presse. Mais bon, passons. Je pense que c'est intéressant, justement, de montrer comment on travaille et que, comment dire, c'est pas, voilà, on fait pas du reportage en allant sur Wikipédia, quoi. On va rencontrer des gens, on recoupe les infos, on recherche, on remonte à la source, etc. Donc c'est un peu compliqué et c'est bien de l'expliquer. Dans un autre genre, il y avait Washington DC, alors qui lui aussi était sur une période finie. Je pense que tu l'as écouté aussi. En plus, toi, tu étais sur place. Tout à fait. Tu peux peut-être reprendre le concept. C'était, comme tu dis, voilà, sur une période bien donnée. Oui, c'était, je ne sais plus, 4 ou 5 correspondants de radio ou de médias francophones, en tout cas, qui couvraient la présidentielle américaine. Et donc, ils racontaient plein de choses qu'ils ne racontaient pas à l'antenne. Et donc, là aussi, les événements, on les avait, mais on avait, avec un petit temps d'écart, je crois que c'était un hebdo, si je ne dis pas de bêtises, et on avait leur ressenti sur le dernier meeting de Trump ou sur tel événement qui avait animé la campagne, etc. Dans le même genre, il y a aussi Élysée la bataille de France Info qui réunit des journalistes politiques autour d'une table. Alors ça pourrait sonner un peu entre soi parce que voilà, c'est des journalistes qui parlent avec d'autres journalistes, etc., etc. Mais ça produit des discussions assez libres qui diffèrent bien de ce qu'on voit à l'antenne. Et c'est ça que j'aime bien en fait dans le podcast. Donc on trouve de ça dans Pandémie et dans L'heure du monde aussi, dans La Story, dans Code Source, en interviewant des journalistes de la rédaction papier qui viennent donc s'exprimer sur un événement, mais je trouve qu'ils font de plus en plus du récit et un peu moins de coulisses. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, au fur et à mesure que je les écoute, j'ai un peu moins ce côté coulisses. Ou alors c'est plus occasionnel, on va dire. Ouais, c'est vrai que je suis en train de réfléchir. Mais je pense que c'est vraiment une plus-value, voilà ce que je disais, des podcasts de marque média, c'est pas une critique, de montrer comment les rédactions travaillent. Les podcasts vont satisfaire, et c'est aussi peut-être pour ça que ça marche, c'est que ces podcasts-là vont satisfaire la curiosité des auditeurs. On a tous un peu envie de passer en cuisine pour voir comment ça se fabrique, et c'est l'occasion de reconnaître donc le ressenti des journalistes par rapport à un événement en parlant à la première personne, ce qu'ils font pas habituellement. Ouais, non, c'est clair. Dans le genre grande rédaction nationale, tu viens de parler donc du Monde de Code Source qui est réalisé par le Parisien. Je pense aussi aux Échos dont on parlait il y a quelques minutes également, qui est, je vais être très honnête, un journal économique que j'ai très rarement lu finalement au format papier, mais dont j'adore le podcast quotidien. Je suis allée voir Pierrick Fay, qui est le créateur et hôte du podcast La Story, donc de ce fameux quotidien Les Échos. Il nous parle de ses inspirations. Et aussi, j'ai trouvé intéressant du défi de garder et de tenir en haleine les auditeurs, comme on le fait en radio tout au long d'un sujet. Et c'est une approche qui est assez différente en fait de ce à quoi, en tout cas, moi, je suis habituée. Et c'est vrai qu'on tombe pas vraiment en fait par hasard sur un podcast, ou très rarement. Il y a une vraie démarche. On choisit de se poser ou pas de se poser, mais en tout cas d'écouter un programme en particulier. Bref, je vous propose qu'on écoute ma rencontre avec Pierrick Fay.
Le concept de la story des Échos, en fait, c'est de raconter en une vingtaine de minutes, 20 à 30 minutes, on va dire maximum, un sujet d'actualité qui est dans l'actualité économique, sociale, politique, financière, et d'amener toute l'expertise du journal Les Échos pour en parler, en fait. C'est-à-dire que je me tourne en majeure partie vers la rédaction sur des sujets sur lesquels ils travaillent, pour traiter en profondeur un sujet d'actualité. C'est vrai que dans un article de presse, on n'a pas toujours énormément de place, pas toujours énormément de temps, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout raconter. À l'origine du podcast, il y a le directeur de la rédaction des Échos qui est Nicolas Barré, qui écoute le Daily et qui s'est dit il faut, ça marche bien, c'est le précurseur, et l'idée de la story c'était de dire faut qu'on soit là aussi très vite, là aussi pour être précurseur en France, et s'inspirer de ce modèle qui fonctionne, c'est le point de départ. Mais moi, ce qui m'avait impressionné au Daily, je trouvais ça formidable, c'est toute la puissance de ce journal. Ils avaient fait un sujet sur le Venezuela et ce qui se passait au Venezuela. Et ils avaient interrogé la journaliste qui vit au Venezuela, la correspondante, et qui racontait comment c'était. Qui racontait ce que c'était que sa vie de tous les jours. Une nuit, elle s'est réveillée et elle avait un voleur chez elle qui venait chercher à bouffer parce qu'il n'avait plus rien à manger chez lui. Voilà. Et je trouvais qu'il y avait une puissance, une force dans ça. Mais c'est toute la puissance de ce journal qui a des correspondants partout dans le monde. Nous, on n'a pas cette puissance-là aujourd'hui, c'est sûr. Moi, je viens de faire un épisode sur le Brésil. Et là aussi, c'est ce que, quand j'ai notre correspondant sur place, j'essaye aussi de faire, et d'amener un peu de matière, d'amener un peu qui nous raconte aussi ce que c'est que sa vie de tous les jours au Brésil en temps de Covid, par exemple. Quand j'ai fait un épisode sur l'école et qui allait rouvrir en France, et avec les journalistes en Belgique, en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis, qui racontaient aussi ce que c'était pour eux et comment ils avaient vécu cette période avec les enfants à la maison, et que j'ai une journaliste qui me dit, pour mon mari, là, les enfants en ce moment, c'est les Gremlins. On est vraiment dans quelque chose que moi je trouve marquant et qui est très intéressant. Ensuite, j'ai demandé à Pierrick de me parler en fait de l'audience. À qui est-ce qu'il s'adresse avec ce podcast ? Et quel est l'objectif du journal finalement ? Les plus jeunes ont moins le réflexe, sans doute, d'aller acheter le journal avant de prendre le métro ou le train, mais peut-être qu'ils auront l'idée d'aller écouter, d'aller regarder, c'est la même chose, d'aller regarder une vidéo faite par les journalistes des Échos, comme ils auront eu envie peut-être d'aller écouter un podcast réalisé par les Échos sur des sujets d'actualité, en fait. On sent bien de toute façon que depuis 2, 3, 4 ans, il y a une frénésie autour de ce média, et de plus en plus de gens qui s'y intéressent et qui peuvent y trouver des choses qu'ils ne trouvent plus ou qu'ils trouvent moins dans les médias traditionnels. On a aussi une fonction en tant que quotidien écho d'expliquer, d'analyser des faits d'actualité écho qui peuvent paraître pour beaucoup de gens peut-être un peu complexes ou un peu étrangers, et on a aussi un rôle pédagogique, hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est un rôle que j'essaye d'avoir sur ce podcast. J'aime beaucoup quand il y a des profs qui me disent qu'ils utilisent la story comme outil pédagogique. Je trouve qu'on remplit là aussi notre mission. Pierrick Fay vient du monde de la radio, lui, de l'information en radio. Du coup, je lui ai demandé en fait quels sont les défis et quelles sont les similitudes que l'on va trouver entre son métier côté radio et côté podcast natif. Moi, ce que j'ai appris en radio, c'est que la vraie difficulté, c'est notamment quand on faisait un papier dans le journal, c'est fallait garder les gens. Et les gens, ils étaient toujours en train de faire quelque chose, souvent, quand ils vous écoutaient. Ils brossaient les dents, ils faisaient la cuisine, ils allaient le voir avec les enfants, peut-être. Enfin, voilà, ils étaient très souvent dans une autre activité. Et fallait leur capter l'oreille. Dans le podcast, c'est un peu différent. On est sur un format long, enfin, en tout cas pour la story, sur un format long. Généralement, moi, de par les retours que j'en ai, les gens sont plus à l'écoute, en fait. Ils sont moins... c'est un peu comme prendre un livre, c'est un peu comme lire le journal. On se dit, bon, allez, j'ai 20 minutes, je suis dans le transport en commun et j'écoute. On a un rapport à l'auditeur qui est un peu différent, je pense, avec des gens qui sont naturellement plus à l'écoute. Ils ont choisi de venir nous écouter. Ils ont choisi d'écouter ce podcast-là. Ils ont choisi d'écouter ce sujet parce que le sujet les intéresse. Et donc, c'est plus, je dirais que c'est un avantage par rapport à la radio. On a un auditoire qui est plus à l'écoute en direct. La différence aussi par rapport à quand j'ai travaillé dans la conception du podcast avec Binge, très intéressant de m'apporter ce qui pouvait m'apporter
à moi qui venais de la radio justement, et dans le rapport qu'il fallait entretenir et entretenir avec les auditeurs, les gens qui venaient écouter le podcast. C'est-à-dire qu'on s'ouvre un peu plus, on met un peu plus de soi dans un podcast qu'on me met, en tout cas moi, que je ne pouvais en mettre en radio. Voilà, dans les expériences qu'on renvoyait, dans les exemples. De la même façon, dans ce podcast, je prends un peu plus de liberté de ton par rapport à ce que je pouvais écrire dans les pages des Échos. Hein. C'est pas tout à fait pareil. Il faut là aussi qu'on crée un lien. Le vrai défi, ça va être... Alors, il faut maintenir la qualité, ça c'est impératif, et sur la durée, c'est pas toujours facile. Il va falloir, là aussi, pour s'inscrire dans la durée, arriver à vieillir ou à grandir avec les gens qui vous écoutent, renouveler les lecteurs et les auditeurs, parce que c'est... Là aussi, vous écoutez les podcasts et puis un jour vous avez des enfants, vous avez beaucoup moins de temps pour écouter un podcast. On voit bien que de toute façon, la façon d'écouter a changé de la même façon qu'on ne regarde plus la télé de la même façon. En fait, on est passé à des médias souvent à la carte. Et on peut très bien imaginer, et on le voit aujourd'hui, un indépendant qui lancerait son podcast d'actu et qui irait interroger des gens, quelqu'un qui irait faire le tour de France et qui donnerait rendez-vous tous les jours et pour parler avec des gens dans des villages ou dans des villes sur un sujet d'actualité. Il pourrait très bien créer un podcast qui serait très écouté et qui marcherait très bien. En fait, il faut qu'il y ait du sens, en fait. Je trouve super intéressant en tout cas cette idée de diversification des médias. Le podcast en fait c'est un moyen de toucher un public plus jeune mais pas que les lecteurs traditionnels du journal, et donc dans le cas des Échos, voilà, ça a l'air d'être un truc qui marche, quoi. Ouais, et c'est forcément un enjeu, parce que pour la presse écrite comme pour les médias audiovisuels traditionnels, le podcast permet de positionner leur marque média sur un terrain où il y a moins de concurrence pour le moment et d'aller chercher de nouveaux clients, entre guillemets. Effectivement, comme tu le disais toi-même au début, tu lis pas spécialement les Échos, mais tu écoutes la story, et du coup ça laisse un marqueur dans ton esprit que tiens, en fait ils ont été super pertinents sur tel sujet, et peut-être qu'un jour tu achèteras le quotidien parce qu'il y a un titre en une qui t'intéresse, ou un magazine, ou voilà. Donc c'est sans doute un investissement peut-être pas profitable immédiatement pour ces grands médias, mais je pense que c'est une très bonne stratégie. Ouais, non mais carrément. Un truc aussi qu'il mentionne, c'est le rapport entre l'hôte et les auditeurs du podcast, de la liberté de ton aussi. Le ton d'ailleurs, c'est un sujet que tu as pas mal abordé avec ta prochaine invitée, non ? Tu peux nous la présenter d'ailleurs ? Oui, absolument. On va se pencher sur Le Quart d'heure. C'est le podcast quotidien de Radio France qui est présenté par Céline Aslo depuis sa création l'an dernier, à peu près, en septembre dernier. Je ne crois pas dire de bêtises. Alors, à la différence de L'heure du monde, de Code Source ou de La Story, Le Quart d'heure est un des rares, sinon le seul. Je ne suis pas exhaustif sur le sujet, mais sinon le seul podcast à traiter plusieurs sujets par épisode, sans pour autant ressembler à un journal. J'aime bien... Le Daily le fait un petit peu. Ils ont un sujet principal et puis ils finissent par... Et sinon, les autres trucs qu'il faut que vous sachiez, c'est ça. Voilà, alors je mettais pas The Daily dans le lot, effectivement, je me référais au podcast français, mais beaucoup, tous ceux qu'on a cités jusqu'à maintenant ne traitent qu'un seul sujet. Alors c'est pas une critique quand je dis ça, mais pour le coup, effectivement, même si les équipes du Quart d'heure se sont elles aussi inspirées de The Daily, Céline Aslo va en parler dans l'interview. Voilà, je trouve que c'est intéressant de traiter plusieurs sujets sans pour autant ressembler à un journal. Et j'aime bien le ton de leurs conversations, les conversations avec les journalistes qui participent. Céline tutoie ses collègues comme elle le fait à la machine à café, et comme ça se pratique dans quelques émissions de télé comme Quotidien, où le ton est un peu plus relâché. Ça veut pas dire que l'info est moins bonne pour autant, quoi. Et du coup, je suis assez fan du Quart d'heure parce que Céline marie son savoir-faire de journaliste à Radio France à une écriture plus moderne et plus incarnée, et sans forcément reproduire ce qui se fait dans d'autres podcasts. Donc elle va notamment aborder une question qui taraude pas mal de journalistes qui se frottent à l'exercice du podcast, c'est l'usage du jeu. À l'époque où moi j'étais étudiant en journalisme, c'est un truc qui était complètement proscrit. Je veux dire, même les éditorialistes, qui par définition donnent leur avis, n'utilisent quasiment jamais le jeu. Ouais, c'est vrai. Donc son passage de l'antenne au podcast est assez riche d'enseignements, je trouve, de ce point de vue. Super intéressant. Et puis un truc aussi qui est peut-être même surprenant, je veux dire, c'est un podcast natif fait par Radio France. Justement, ils essaient de se différencier de ce qu'ils font à la radio, tout en conservant l'outil et le savoir-faire. Et donc parmi les podcasts, ils sont une équipe de 4, je crois, permanents, donc c'est quand même pas dégueu. Très bien. Eh ben écoute, on écoute.
Alors, Le Quart d'heure, c'est un podcast qui a été imaginé au sein de Radio France il y a à peu près 1 an et demi maintenant, parce que il y a une grande réflexion au sein de la Maison de la Radio, comme dans beaucoup d'endroits d'ailleurs, pour savoir comment est-ce qu'on peut renouveler la manière de partager l'information, la manière d'aller chercher de nouveaux publics. Et la réflexion est venue aussi beaucoup du succès des podcasts d'information aux États-Unis. On sait que le Daily, par exemple, ou le Up First de la NPR, la radio publique américaine, fonctionne très bien et semblait répondre à une vraie appétence des auditeurs. Donc à Radio France, on s'est dit pourquoi pas nous ? On va essayer de lancer nous aussi notre podcast quotidien d'information, même si évidemment le quart d'heure ne ressemble pas beaucoup au final au Daily. Et moi, on m'a proposé ce projet il y a maintenant 1 an à peu près. J'étais à l'époque fil rouge, donc présentatrice d'une tranche d'information à France Info. Et on m'a dit, voilà, on a un nouveau projet, est-ce que ça t'intéresse ? Donc j'ai fait un pilote et puis ça s'est plutôt bien passé. Et je me suis lancée en septembre dernier dans l'aventure du quart d'heure. Alors j'ai évidemment participé à l'élaboration de la ligne éditoriale, à la réflexion autour de la forme que ça allait prendre, parce qu'évidemment, tout était possible. On avait simplement comme idée de se dire, il faut qu'on renouvelle et qu'on invente une autre forme de radio. Donc c'était à la fois très vertigineux et absolument passionnant de réfléchir à tout ça. Le quart d'heure, moi, je le définis toujours comme une petite bulle d'information. Et le mot bulle est important pour moi parce que on l'a imaginé vraiment comme un moment dans lequel vous pouvez vous immerger. La forme a beaucoup d'importance pour nous. On s'appuie beaucoup sur le son. Le son, ça veut dire évidemment ma voix ou la voix de mes interlocuteurs, mais pas seulement. On fait très attention à avoir un bel habillage sonore, aller chercher des extraits de films, aller chercher des extraits de sketchs avec lesquels on peut jouer, des chansons dont les paroles nous font penser au sujet du jour. Enfin, on essaie de s'immerger, de faire en sorte de jouer avec le son, de manière à ce que l'information puisse être, un peu plus ludique peut-être. Alors même si tous les sujets évidemment ne sont pas légers, et en particulier au cours de l'année que l'on vient de passer, mais simplement d'essayer d'avoir une autre écriture, de jouer un petit peu plus avec les potentialités du son et de la radio. Pour moi, le passage du désincarné à l'incarné, si je puis dire, en tout cas le passage au jeu, ça a été sans doute l'une des choses les plus difficiles et les plus passionnantes que j'ai eu à faire depuis le lancement du podcast. Parce qu'évidemment, sur France Info tout particulièrement, mais comme sur beaucoup de chaînes d'information ou dans beaucoup de médias, le journaliste n'apparaît que très rarement. Moi, en tout cas, j'ai été habituée à ce que l'information soit le centre de tout et que le journaliste s'efface derrière l'information. Évidemment, on ne donne jamais notre opinion, on essaie toujours de disparaître. Et là, avec le podcast, on s'est dit, on va essayer d'inventer autre chose. Alors, c'est un équilibre difficile à trouver parce que le jeu que j'utilise est un jeu de l'intimité, un jeu du lien, c'est-à-dire, moi, je suis comme vous, on partage les mêmes choses, et notamment l'année très particulière qu'on a vécue tous ensemble, où il y a beaucoup de passerelles que je pouvais faire entre ma vie à moi et la vie de tous les auditeurs. Et en même temps, ce jeu n'est pas du tout un jeu de l'exclusion, c'est-à-dire que je ne dis pas je pour dire, moi, je pense que, et moi, mon avis sur l'information, c'est ça. Je l'ai vraiment travaillé comme un jeu de la passerelle vers l'information, peut-être pour aller chercher des auditeurs, encore une fois, peut-être peu friands ou peu séduits par la manière dont on raconte l'information habituellement, et qui avaient peut-être besoin qu'on leur tienne un peu plus la main ou qu'on aille un peu plus les chercher pour leur raconter l'information autrement. L'idée, c'est qu'on soit dans une incarnation multiple, c'est-à-dire que moi, je dis je, parfois je raconte des choses de mon enfance ou de ma vie de tous les jours, même si, encore une fois, ça ne doit jamais écraser le fond de l'information, parce que ça reste un podcast d'information, d'actualité, et les gens doivent sortir du quart d'heure en étant plus informés qu'au départ. Et j'essaye de travailler ça aussi avec les reporters, notamment, ou les spécialistes de la Maison de la Radio que l'on reçoit dans le podcast, c'est-à-dire de leur faire raconter leur reportage de façon différente de la manière dont ils peuvent le raconter sur d'autres antennes, c'est-à-dire s'autoriser eux aussi à dire je, à dire j'ai ressenti ceci, j'ai été surpris par cela, moi le moment qui m'a le plus touché pendant mon reportage c'est ça, parce que on s'est dit là aussi qu'on était dans le renouvellement peut-être de l'écriture ou de la manière de raconter l'info. Et le tutoiement a été un sujet qu'on a beaucoup débattu, et moi j'ai beaucoup poussé pour le tutoiement parce que c'était ne pas mentir, que de tutoyer dans le podcast les gens que je tutoyais dans la vie. Et que je trouvais que c'était une manière d'aller vers le plus de naturel possible, puisque c'est ça que je recherche dans le podcast, c'est-à-dire de parler presque comme on parle dans la vie. Et souvent, d'ailleurs, les journalistes que je reçois me racontent leur reportage comme ils pourraient me raconter à la machine à café. Et que ce tutoiement-là, c'était une manière de décorseter un petit peu le récit de l'info et de le rendre le plus informel et le plus naturel possible.
Alors la grosse différence par rapport à l'année dernière, c'est que je ne fais plus de direct. Et que pour moi, c'est un grand changement parce que pour moi, la radio a toujours été associée au direct. Depuis que je suis à Radio France, ça fait quand même presque une quinzaine d'années maintenant. J'ai toujours travaillé avec le rouge qui s'allume et l'excitation aussi que représente le fait d'être en lien direct avec l'auditeur. Moi, j'ai toujours adoré ça et j'ai craint un peu au début que ça me manque. Et en fait, j'ai remplacé ça par autre chose aussi. Certes, c'est pas en direct, mais je travaille plus l'écriture, je fais plus attention aux mots, je fais plus attention à jouer avec les sons, à jouer avec les extraits. Donc c'est un autre plaisir. Donc mine de rien, c'est quand même une grosse différence. J'adore, j'ai trouvé cette interview archi passionnante et je trouve, voilà, pour rebondir sur le dernier truc dont tu as parlé, aussi vachement intéressant, cette peur en fait qu'il lui manque le thrill du direct, ce rush d'adrénaline. C'est vrai qu'en fait c'est plus exactement le même métier, enfin en tout cas il y a un quotidien hyper différent finalement. Alors, ça a l'air de rien, mais quand on a eu la chance de faire de la radio en direct, et on en a déjà parlé, Anne-Fleur, c'est un kiff monumental et je pense que ça faisait évidemment partie du défi pour Céline. Cela dit, elle n'a pas complètement lâché l'antenne, elle travaille encore de temps à autre sur France Info, je crois. Mais il y a aussi des tas d'émissions de radio qui sont pas qui sont pas faites en direct. Hein. Il y a plein d'émissions qui sont des magazines et qui sont enregistrées différemment. Donc voilà, et pour ce qui est de Céline, en tout cas, oui, elle était sur France Info, donc là, évidemment, du direct. Ouais, clairement. Il y a un truc aussi que Pierre Iffet mentionnait et que j'aurais bien relevé ici, qui, je pense, en fait, est un défi pour toutes ces podcasts d'information quotidiens, c'est le défi de la longévité. Comment est-ce que, après, j'en sais rien, genre 400 épisodes que tu as fait en 1 an et demi, comment est-ce que tu restes encore innovant ? Pour le coup, je pense que c'est assez proche de l'antenne. Hein. On doit se poser les mêmes questions sur des émissions de flux. Cela dit, il n'y a pas forcément besoin d'innover constamment, mais je pense que les podcasts bénéficient de plus de liberté dans la forme, parce qu'on peut les faire évoluer plus facilement, casser le modèle de temps en temps sans perdre son audience. Quand je dis qu'effectivement, on choisit d'écouter un podcast, du coup, on sait qui on écoute et on va être moins perturbé par un changement de format, par un changement de ton, parce qu'on sait ce qu'on est en train d'écouter, alors qu'à la radio, si on n'a pas la chronique de telle personne à 7h50, oula, on est perdu, parce qu'il y a ce côté repère temporel qui fait, ah oui, donc quand j'entends machin, je suis en train de prendre mon café, et quand j'entends truc, c'est que je suis en retard pour aller au boulot. Quoi. Donc pour le coup, le podcast, voilà, je pense qu'il y a ce côté peut-être plus intimiste aussi que développent les hôtes et hôtesses des podcasts. Voilà, je pense que on a plus de liberté pour faire évoluer les choses. Mais hier soir, justement, le quart d'heure a glissé juste à la fin de son épisode un extrait d'interview de Belmondo. Mais l'épisode était déjà enregistré, si tu veux, quand la nouvelle est tombée, parce qu'il diffuse à 18h et donc ils doivent finir, je sais pas, vers 16h, admettons, l'enregistrement. Et du coup, donc juste dernière minute, ils ont glissé ça, parce qu'ils n'allaient pas annoncer la mort de Belmondo comme on l'annonce en direct à la radio, mais du coup, ils ont fait un petit clin d'œil quand même. Ouais, donc voilà, capacité en fait à s'adapter à l'actualité. Ça me fait penser à l'épisode en fait de la prise de Kaboul en Afghanistan dans le Daily, tu sais, le podcast quotidien du New York Times dont on parlait tout à l'heure. Je sais pas si tu l'as écouté cet épisode en particulier. Écouté, ouais. C'était un moment où on a tous été hyper choqués et ils ont pris le parti en fait de réagir tout de suite. Tu l'as écouté cet épisode ? Ouais, je l'ai écouté et je trouve ça illustre parfaitement la liberté du podcast pour s'adapter à l'événement et le complément d'infos qu'il peut apporter, parce que justement on fait pas de l'info en direct, donc ça sert à rien de dire Kaboul est tombé aux mains des talibans, on le sait déjà. En revanche, dans cet épisode-là, il y a cette plus-value de témoignages qu'on n'aurait pas dans un média de flux. Non mais complètement, exactement. Et c'est d'ailleurs un truc dont on va discuter avec Thomas Rozek, mon prochain invité dans quelques minutes, c'est la longévité finalement de l'information qui va sortir de ces podcasts. C'est pas de l'information qui expire. Pour revenir en fait sur cet épisode, pour ceux qui l'auraient pas forcément écouté, donc on était tous, je pense, très choqués en fait à ce moment-là. Il y a une grande, bien sûr, dimension géopolitique à cet événement, la prise de Kaboul par les talibans, mais aussi surtout humaine, tu viens de le dire. Et donc Michael Barbaro, l'hôte du Daily, il a pris le parti en fait de nous parler de ces humains et presque uniquement de ces humains. Et l'épisode en fait de la prise de Kaboul, donc genre vraiment quelques heures, c'était un dimanche soir après la nouvelle, c'est un échange en fait, tu sais, de notes vocales qu'on s'envoie sur WhatsApp entre amis, en fait, entre une journaliste du New York Times et des fixeurs avec qui il travaille sur place. C'est hyper émouvant, bien sûr, mais on tombe pas du tout dans le pathos, c'est hyper informationnel également. Bref, je trouve que ça n'a pas, enfin, en tout cas à ma connaissance, ça n'a pas vraiment été fait encore, et j'ai trouvé que c'était réalisé avec beaucoup de justesse.
Non, mais c'est ce qui accorde cette liberté au daily dans le cas présent, hein, mais au podcast en général, c'est qu'ils ont conscience de ne pas être la seule source d'information de leurs auditeurs aussi. Et ça permet d'accorder justement plus de temps à certains sujets, d'adopter des angles différents. Et je crois que c'est exactement ce que fait ton prochain invité. Mais exactement, la transition. Excellent. Alors pour le moment, on a tous les deux effectivement parlé avec des journalistes de rédaction nationale, surtout, écrites comme radio et web, qui se sont lancés dans le podcast natif d'infos et d'actualité. Souvent, ces rédactions, elles se font aider et accompagnées par des boîtes comme Insider pour Le Monde. Et aussi Binge, d'ailleurs, je crois que Pierrick Fay le mentionnait, en tout cas, il me l'a dit quand on discutait, c'est Binge Audio qui a accompagné la story des Échos, enfin qui a accompagné les Échos en fait, dans sa stratégie podcast et Code Source avec Le Parisien. Binge a aussi un podcast d'actualité, de slow news, en tout cas d'informations de compléments qui s'appelle Programme B. L'hôte, c'est Thomas Rozek, un Brestois, ancien de Radio France et d'Europe 2. Et je vous propose qu'on écoute ma discussion avec lui. Depuis le début, en gros, l'idée, c'était de proposer tous les jours un rendez-vous autour de l'actualité. On savait très bien que, étant donné le mode de fonctionnement qu'on allait adopter, on n'allait pas pouvoir faire quelque chose qui soit de l'actu brûlante, voilà, de l'actu ultra chaude chaque jour, voilà, tous les jours, ça allait être impossible de s'aligner sur des grosses rédactions qui font déjà ça très bien. Mais que par contre, on pouvait peut-être proposer tous les jours un rendez-vous qui soit autour de thématiques qui sont dans l'actualité, qui creusent une question que nous, on a été pioché dans l'actualité. Pas forcément l'actualité du jour, mais l'actualité du moment, l'actualité de la société telle qu'elle est. Ça peut être un retour sur un truc qui a été très important 6 mois avant, voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ça peut être une réflexion née d'un truc qu'on avait vu dans la presse, mais qu'on va traiter avec une semaine, 10 jours de décalage, parce que de toute façon, on sait très bien que le podcast, c'est quelque chose qui dure dans le temps, donc ça n'a aucun intérêt de produire un contenu qui va être grillé au bout de 24 heures si tu fais que du factuel et que le factuel évolue, c'est un peu c'est constitutif de l'actualité. Du coup, forcément, ton programme n'a plus trop de valeur. Alors que nous, on est assez content de voir qu'il y a des épisodes qu'on a fait il y a 1 an, 2 ans, des fois des épisodes qu'on a fait au tout début de programmer, qui sont encore valides, qu'on peut encore écouter, parce qu'ils racontaient des choses sur la société, qui étaient des constats et qui étaient des analyses qui sont pas périmées. On voulait bien suivre l'actu, mais qu'on voulait pas subir l'actu. Et c'était un peu ça l'idée. C'est-à-dire que nous, évidemment, comme journalistes, l'actu nous passionne et nous intéresse, mais on voulait se donner le luxe de pouvoir prendre le temps, justement, et de se dire, en fait, ce sujet-là, il est intéressant, il raconte des trucs, mais si on le traite tout de suite, on va faire un peu comme tout le monde, on va faire sans doute les choses un peu à moitié ou de manière un peu caricaturale ou un peu rapide. Du coup, attendons un peu, réfléchissons à quel est vraiment notre angle, quelle est vraiment la personne à qui on a envie de poser la question. Est-ce que c'est forcément la première qui nous vient en tête ? Bah non, peut-être que le premier réflexe n'est pas toujours le bon. Mais c'est un luxe qu'on s'est donné parce qu'il y a aussi à côté l'offre massive médiatique et que donc on peut se permettre d'être une offre de complément parce qu'on n'a jamais eu, nous, vocation à remplacer l'offre principale. On est de toute façon une offre de complément. En fait, il y a un peu 2 trucs. On essaye d'avoir de l'avance le plus possible. Comme c'est l'avantage en fait de nos sujets, comme ils sont pas brûlants et qui sont pas a priori pas trop périssables, en tout cas le moins périssable possible, on peut aussi les décaler, les déplacer. Donc ce qui fait qu'en fait on planifie beaucoup nous. En fait dans l'idéal, on a toujours une dizaine de jours à peu près soit de caler, donc carrément tourner et tout, soit au moins de programmer, c'est-à-dire de savoir là il y a tel truc, on va le faire dans 10 jours, le mec il vient mercredi prochain, voilà. On a une visée là-dessus, mais voilà, l'avantage étant que tout est un peu décalable. Il y a rarement des sujets, on se dit ça c'est le 5 mai, sinon après c'est mort. Non, en fait, justement, notre mode de traitement fait que ça normalement ça n'arrive pas et que du coup on peut se dire en fait celui-là on devait le faire jeudi, mais il y a tel truc qui s'est passé, il y a machin qui nous a rappelé, qui en fait finalement il est disponible, donc du coup ça passe à mardi prochain. Et voilà, ça on amende au fur et à mesure avec Lorraine Bess qui est la productrice de l'émission et qui est la tour de contrôle de l'émission et c'est elle qui a la main sur tout ça. Et après sur le choix, vraiment la sélection des sujets, en gros on fonctionne comme toutes les rédacs, c'est-à-dire qu'on a des confs régulières de rédaction. Alors il y a 3 niveaux de conférences de rédaction, on va dire. Il y a la conf permanente, c'est ce qu'on appelle ça la conf permanente entre nous de manière un peu pompeuse. En fait, c'est notre fil de discussion sur donc l'outil de bureautique qu'on utilise pour toute l'entreprise. Il y a un fil dédié à Programme B auquel toute l'entreprise a accès d'ailleurs, quels que soient les métiers. Tout le monde peut contribuer en disant il y a tel article qui m'a intéressé, je l'ai lu, et nous on peut piocher là-dedans pour trouver des sujets, trouver des idées. Ça nous arrive extrêmement régulièrement. On fait des points réguliers aussi entre nous, donc Lorraine, David
David Carzon, qui est le directeur de la rédaction, et moi, pour se poser, dire alors, dans l'actu, vous avez vu des trucs, c'est cool et tout. Et puis aussi en fonction des... On a des fois des stagiaires journalistes qui sont là, qui participent aussi à ces confs. Et une fois par mois, on fait une conf un peu plénière, donc là où vraiment on s'installe, on se pose et tout avec nous trois, plus les gens qui sont statutairement journalistes au sein de Binge Audio. Elles sont quelques-unes d'ailleurs, parce que ce sont des femmes, notamment Camille Regage, Victor Toyon, enfin des voix que les auditeurs de Binge connaissent. Et tous celles et ceux qui veulent de la boîte viennent. Et là, on discute, non pas tant... il faut pas venir avec un sujet précis comme on ferait dans une conf où on dit moi je veux faire tel sujet et tout, on vient vendre son sujet et tout. Là, c'est un peu différent, comme c'est de toute façon nous qui les faisons derrière. C'est plutôt, on parle de thèmes d'actualité. Nous, ça nous permet d'avoir touché à des territoires qui des fois nous échappent, parce que évidemment, comme tout le monde, on a des angles morts toutes et tous qui sont liés à notre âge, à notre sexe, à notre façon de percevoir le monde, à notre mode de vie. Et du coup, comme dans la boîte, on a la chance d'avoir une assez grande diversité d'âge, de profils, de mode de vie, tout ça, il y a plein de gens très différents, et du coup, ça nous ouvre à plein de territoires d'actu qui peuvent complètement nous échapper. On fait notre tri et puis après on affine de toute façon tout le temps, un peu en permanence, mais là c'est vraiment Lorraine et moi qui faisons ça au quotidien, quoi. Donc Radio France ne roule pas sur l'or parce que c'est une entreprise publique, mais a cette énorme force qui est d'avoir des équipes très nombreuses et très rapides et très talentueuses. Et du coup, quand tu as 150 journalistes, forcément ton traitement de l'actu il est pas du tout le même, il est sans commune mesure avec nous qui en avons 3. Donc forcément c'est pas pareil. Mais en termes de moyens, alors déjà Binge met les moyens, ça c'est cool pour moi. Et après c'est vrai que c'est de la créativité, on profite de la plasticité de l'audio aussi, c'est-à-dire qu'on peut pas nécessairement aller partout dans le monde et se déplacer, mais par contre tu vois, là toi et moi on se parle, donc on est à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, mais on se parle comme si on était dans la même pièce. Et à l'antenne, à la diffusion, parce qu'il n'y a pas d'antenne, mais à la diffusion, ça va pas s'entendre plus que ça. C'est le grand avantage qu'on a avec l'audio, c'est-à-dire qu'on peut comme ça inventer beaucoup de choses sans que ça coûte des 1000 et des 100. Après, c'est sûr qu'on rêverait toujours d'avoir plus de moyens. Moi, je rêverais de pouvoir faire beaucoup plus de reportages, beaucoup plus de documentaires, beaucoup plus de trucs très ambitieux. Bon, on fait aussi avec les budgets qu'on a, mais c'est assez cool de pouvoir... en avoir un peu, et notamment tout ce qui est la capacité qu'on a nous maintenant de produire des séries et de financer des docus, des reportages faits par des collaboratrices extérieures, parce qu'on fait bosser pas mal de pigistes. Voilà, pas mal de créativité, des moyens différents et une vision plutôt intéressante, une offre d'information de complément avec absolument aucune ambition finalement de remplacer l'offre d'information principale. Il y a une grande liberté de format aussi. Et on vient de l'apprendre, Programme B évolue puisque la conférence de presse de rentrée de Binge Audio vient juste d'avoir lieu au moment où on se parle là. Et on apprend qu'après quelques 650 épisodes, quand même, Programme B va se rapprocher du format magazine et sera plus du tout quotidien. Il y a un article de Télérama sur la rentrée des studios qui vient de paraître et qui explique en fait que l'idée de ces changements serait de privilégier les séries, les enquêtes, les longs entretiens et les formats un peu plus expérimentaux par thème. J'ai hâte de voir un peu ce qui nous prépare. Et cet article nous dévoile même le thème du tout premier Programme B de la rentrée qui sera produit par Thomas Rozek lui-même et qui sera consacré à la disparition dans les années 80 de Jackie au Pakistan, qui est un marcheur breton qui était parti faire le tour du monde et qui n'a plus jamais donné signe de vie. Voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Écoute, ça va être intéressant de voir ce que ça donne sur un autre rythme. En même temps, ils avaient déjà un peu pris le virage régulièrement de passer des séries qui s'étalaient sur 4, 5, 6 épisodes. Et de toute façon, déjà Thomas en parlait dans l'interview, effectivement, qu'ils avaient cette liberté-là de pouvoir accorder le temps qu'ils voulaient à une enquête. Donc ça sera encore plus le cas, donc c'est plutôt intéressant. Et alors, un truc aussi que Thomas mentionnait dans l'entretien qu'on a fait ensemble, c'est l'expiration de ces émissions. Il a l'air de garder vraiment ça en tête, en fait, pour limiter l'expiration des émissions. Alors, avec le format magazine, j'imagine que ce sera encore plus le cas. Mais il mentionnait en fait des épisodes qui ont 1 ou 2 ans en fait d'existence et qui sont encore valides. Donc ils veulent vraiment suivre, mais surtout pas subir d'actualité. Et c'est vrai que c'est souvent le risque quand on traite d'informations en fait. Oui, effectivement, avec ce changement de périodicité, ils vont forcément s'éloigner de sujets d'actu qui pouvaient être un peu plus chauds sur Programme B en version quotidienne, parce que forcément sur des programmes de flux, un jour chasse l'autre et l'actualité du lendemain enterre celle d'hier. Donc il y a la durabilité est beaucoup plus compliquée à gérer là-dessus. Malgré tout, moi je serais curieux de voir
la durabilité de certains sujets traités par Programme B ou d'autres podcasts, parce que c'est le cas de Code Source, des fois, qui va s'intéresser à des affaires de faits divers, de choses comme ça, qui n'ont pas de rapport avec l'actu ultra brûlante du jour. Je serais curieux de voir ce que ça représente en volume d'audience sur le long terme, parce que dans notre consommation de l'information et de podcasts en général, on n'a pas naturellement tendance à se tourner vers le passé. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais j'entends souvent que on commence souvent par les derniers épisodes parus. Oui, moi c'est vrai que je vais pas aller remonter le flux en fait de mes podcasts, surtout un podcast qui est en tout cas jusqu'à maintenant était quotidien, donc il y a quand même énormément d'épisodes. Par contre, ça m'est arrivé pas mal de fois de tomber sur des plus anciens sujets. En fait, c'est grâce à leur SEO, à leur référencement organique sur Internet et de trouver en fait Programme B ou tu disais Code Source ou autre chose a déjà fait un sujet là-dessus et du coup d'aller les écouter comme ça. Quoi. Ouais, parce que scroller parmi les 600 et quelques épisodes, amuse-toi pas. Ouais, c'est ça. C'est pas très user-friendly. Et puis finalement, il y a un truc aussi que Thomas Rozek mentionne, c'est que la radio doit être aussi capable de faire des formats un peu comme ça. Et je me suis dit que ça m'offrait une belle transition vers ton dernier invité, qui offre un format coulisses très particulier, en tout cas qui était très unique. Tu peux nous raconter ? Oui, alors c'est un format un peu spécial, en tout cas ça l'était au moment de sa sortie. Il s'agit d'une lettre d'Amérique, c'est le podcast qui a été créé par le journaliste Philippe Corbet à l'époque où il était correspondant aux États-Unis pour RTL. Alors, petite précision, Philippe Corbet a beau être revenu en France, je n'ai pu le joindre que par téléphone, à l'ancienne, mais heureusement ça n'enlève rien à l'intérêt de son témoignage. Eh ben écoute, découvrons ça. Alors c'était une demande de ma rédaction, je reçois un coup de fil du responsable de la rédaction numérique de RTL, qui s'appelle Antoine D'accord, et qui me disait qu'ils étaient en train de finaliser une série de projets de podcasts dont j'avais jamais entendu parler jusqu'alors. Même si depuis très longtemps, en fait, je les tannais en leur disant qu'il faudrait s'intéresser aux podcasts. Quand je dis depuis longtemps, depuis vraiment très longtemps, depuis la préhistoire des podcasts. Donc, ils savaient que ça m'intéressait, mais ils m'avaient jamais spécialement sollicité. Et là, en gros, il fallait que je fasse un projet en 2 jours, je crois. Donc, il fallait que je bricole quelque chose tout de suite. Et je ne savais pas quoi faire, d'autant que tout de suite, Antoine D'accord m'a dit qu'il faudrait que ce soit un rythme hebdomadaire. Il m'avait donné une autre exigence qui m'avait un peu troublé ou qui était très nouvelle pour moi, c'était qu'il fallait que ce soit des épisodes qui soient le moins possible jetables, au sens où même s'ils traitent de l'actualité, puissent être écoutés 2 mois après, 6 mois après. Et ça, c'était très nouveau, c'était très inattendu parce que précisément, quand on fait de l'actualité quotidienne, et particulièrement à la radio, il y a un côté immédiat et périssable. Et au début, je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, l'autre chose, c'était que j'avais évidemment pas de budget ou de temps supplémentaire qui m'était accordé pour faire ça. Donc, comme j'avais déjà beaucoup de travail, il fallait que ce soit relativement facile dans la fabrication. Souvent, les reportages, et c'est vrai pour la radio comme pour la télé, même si c'est un reporter qui est sur le terrain, il y a une forme qui est assez conventionnelle, notamment quand ça doit être diffusé dans un journal radio le matin. Et donc là, l'idée, c'était de faire quelque chose de peut-être différent sur la forme. L'idée de la lettre, c'était aussi de pouvoir faire quelque chose de personnel, l'idée de raconter en gros ce que j'avais vu. Et voilà, et après j'ai fait un pilote, c'était assez dur. D'ailleurs, le premier pilote, deuxième version, troisième version, ça allait pas. Et en fait, c'est au fil des épisodes qu'ensuite j'ai trouvé le rythme. Parce que les premiers épisodes, c'était horrible parce que j'enregistrais et c'était beaucoup trop long, donc il fallait que je coupe. C'était pas génial. Et c'est ensuite qu'au fur et à mesure, j'ai trouvé le rythme, quoi. J'avais vraiment des journées assez remplies. Et en plus, le podcast s'était lancé alors que j'étais un peu pris dans ma vie privée. J'avais un peu d'autres choses à faire. Et du coup, ce côté un peu heurté a un peu déterminé la forme du podcast, c'est que du coup, il était fait encore plus au dernier moment ou sur le vif ou entre d'autres choses, quoi. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est que très vite, j'ai reçu tout de suite énormément de messages d'auditeurs. Et beaucoup d'ailleurs d'auditeurs qui rebondissaient sur des choses que je pouvais dire avec un ton différent, y compris personnel. Et ça, c'était très étonnant parce que ça faisait déjà plus de 15 ans que j'étais à RTL et que j'étais sur l'antenne tous les jours, et y compris à des horaires. J'avais été présentateur de journaux le matin pendant plusieurs années, donc j'avais pas loin de 2 millions d'auditeurs qui m'écoutaient tous les matins.
Et j'avais jamais reçu le 10e du nombre de messages que je recevais pour le podcast, qui était écouté pourtant par une niche, quoi, par pas grand monde. Mais il y avait beaucoup de messages. Le problème n'est pas tellement d'utiliser le mot jeu, le problème c'est de parler d'un point de vue personnel, de façon totalement subjective. Et puis il y a aussi des trucs qui sont venus naturellement qu'on n'avait pas imaginé, comme le fait de choisir une musique, ou de décrire le lieu où je suis, ou ces choses-là, en fait, faisaient venir naturellement le jeu, quoi. Ce qui m'amusait, en fait, c'est que, sans chercher à être anecdotique, j'évoquais des sujets que j'aurais jamais pu évoquer à l'antenne, par exemple. Et le fait de parler de sujets très très vastes, enfin, en tout cas, parmi les auditeurs, il y a des gens qui étaient contents du fait qu'on parle d'autre chose que de Trump, en parlant des États-Unis. Après, ce qui est curieux, c'est que j'ai reçu pas mal de messages de journalistes que je connaissais, pas forcément des amis proches ou des collègues, mais des gens que je connaissais depuis longtemps, que j'avais croisés, et qui m'ont dit un truc qui me faisait vraiment plaisir, c'est qu'ils trouvaient que le podcast correspondait à qui j'étais. Je ne veux pas vous dévoiler ce que nous allons faire à BFM TV, mais effectivement, on a une idée, qu'on va probablement faire pour la campagne électorale. Mais l'idée, c'est justement de trouver dans le podcast une forme qui ne serait pas celle d'une émission à la télé ou une émission à la radio, que sur le fond, ce soit carré, que ce soit sérieux, solide et que ce soit pas de la gaudriole, et en même temps que sur la forme, ce soit une forme adaptée au podcast et que ce soit donc complémentaire de ce qu'on produit par ailleurs pour l'antenne. Prenez par exemple le Daily du New York Times, qui fonctionne très bien parce que c'est très bon sur le fond, mais je pense que aussi ça marche très bien parce que sur la forme, ça ne pourrait pas être diffusé à la radio. Parce que Michael Barbaro, il n'a pas une voix de radio. Il n'a pas un ton de radio. On dirait c'est trop lent, c'est pas assez punchy, c'est trop susurré. Et d'ailleurs, c'est pas structuré comme une émission de radio. C'est-à-dire que des fois, ça commence par un dégagement de lui qui parle, des fois ça commence directement par un son. Enfin, la forme dépend vraiment du sujet, et c'est très bien fait d'ailleurs, parce que justement, ça ne correspond pas au code de la radio. Oui, on a eu l'occasion de parler du ton des podcasts d'information, au sens large, tel qu'on en parle depuis le début. Et je trouve que celui-ci jouait parfaitement la carte du témoignage personnel du journaliste, qui apportait un complément d'information, un éclairage sur son travail de correspondant. Et puis des fois, ça allait un peu au-delà de ça. Enfin, c'était vraiment quelque chose de personnel, effectivement, mais sans être indécent, entre guillemets, quoi. Et je pense que c'est ce qui a fait prendre la mayonnaise, parce que comme le dit Philippe lui-même, il a eu beaucoup plus d'échanges avec ses auditeurs en quelques semaines grâce au podcast par rapport à des années d'antenne. Donc les gens s'approprient pas le récit de la même manière. Je pense qu'il y a ce côté intimiste. On n'arrête pas de dire que le podcast ça relève de l'intime, mais on joue avec les mêmes instruments, on joue avec sa voix. Et là, de parler un peu plus personnellement, d'utiliser le jeu certainement, et de s'adresser aux auditeurs. Enfin, ils le prennent en tout cas sans doute plus pour eux qu'ils ne le prennent à la radio. Parce qu'à la radio, ça s'adresse à tout le monde, et dans le podcast, c'est sans doute plus intime parce qu'on écoute ça en solo, dans son coin, je sais pas. Ouais, puis comme on disait, tu le choisis en fait, finalement, tu tombes vraiment pas par hasard. Ouais, mais tout comme tu choisis ta radio, donc. Mais je sais pas, ça développe une proximité avec l'autre du podcast qui est très profitable, tant mieux. Hein. C'est le futur, le podcast, de toute manière. D'ailleurs, Philippe Corvée, dans son entretien avec toi, mentionne un projet spécial dont il ne peut absolument pas parler, mais il s'est passé quelques mois depuis ton entretien. Est-ce que tu as eu plus d'infos ? Alors, j'ai pas eu d'infos en exclu de la part de Philippe Corbet, mais si le projet était annoncé depuis quelques temps, la sortie est prévue le dimanche 12 septembre et ça s'appelle le service politique et ça rassemble des journalistes politiques qui parleront de la campagne présidentielle à partir donc de ce dimanche jusqu'au deuxième tour. Sur le papier, alors j'en sais pas plus, je ne fais qu'imaginer, ça ressemblerait un petit peu à Élysée la bataille. Effectivement, rassemblant Washington DC, pareil, où on rassemble les journalistes et où on confronte les points de vue et les impressions, les ressentis personnels, plus que de faire effectivement de retransmettre de l'info. C'est intéressant parce qu'il y a quoi ? Il y a TF1 fait des podcasts, mais BFM, si ils en ont un aussi. Donc il y a une série de podcasts BFM TV animés par Maxime Switek et Alain Duhamel qui s'appelle Les Conquérants, donc qui parle de la conquête du pouvoir. Cet été, il y a eu aussi une série animée par Thomas Legrand de France Inter qui passait en revue justement l'élection de tous les présidents de la Ve République. Ah, intéressant. Ok. Eh ben, écoute, on ira écouter ça. Et donc, le 12 septembre, a priori, c'était il y a quelques jours. Donc, si vous nous écoutez, vous pouvez aller le découvrir dès maintenant.
En tout cas, ce podcast L'aide d'Amérique, c'est un petit bijou. C'est hyper intéressant de voir comment il a réussi à le sortir de terre à moindre frais et vraiment en quelques jours ou quelques heures à peine, quoi. Oui, absolument. Comme quoi, c'est plus une affaire d'angle que de moyens. Après, faut quand même voir que le podcast de Philippe Corbet, c'était un complément de son travail de correspondant. Il n'était pas aux US pour ce podcast, sans quoi ça aurait évidemment coûté beaucoup plus cher à produire. Ouais, c'est clair. Ouais, non, c'est vrai que c'est important de le préciser. Au final, le podcast d'actualité, il a clairement le vent en poupe dans le monde entier et en France. On dirait que la pandémie a précipité le podcast français dans cette catégorie. J'ai l'impression qu'il manque un petit peu des indépendants finalement dans cette catégorie de podcast d'information, non ? Enfin, moi, je vais regarder ça toujours avec mon point de vue de journaliste entre guillemets, même si je pratique plus vraiment. Faut garder à l'esprit que produire de l'information de qualité, ça prend du temps et donc ça coûte cher. Donc forcément, tout le monde peut pas s'aligner avec Radio France ou des grands médias nationaux. Ça n'empêche pas nécessairement les indépendants de s'y mettre. Il y a qu'à voir ce que faisait Philippe Corbet. Donc c'était en marge de son travail et c'était intéressant parce que c'était un complément de son travail aussi. Mais je pense que si les indépendants doivent s'y mettre, il leur faudra juste contourner la contrainte du manque de moyens. Si c'est pour avoir deux pimpins qui font de l'actu dans leur cuisine en se documentant sur Wikipédia, ça n'aura pas grand intérêt. Mais il y a forcément des choses à faire. Non, c'est clair. D'ailleurs, je sais plus qui était. Je crois que c'était Pierrick Fay. Je trouvais que c'était intéressant l'idée de podcast qu'il nous suggérait. Mais effectivement, c'est une question de moyens. Je pense que ça va se résumer à ça, quoi, surtout pour durer. En parlant d'autres moyens d'ailleurs, peut-être indépendants, hors de rédaction, hors de studio, de faire de l'information, j'avais essayé de contacter Hugo Travers dont on parlait tout à l'heure, qui a lancé Hugo Décrypte, mais je n'ai eu aucun succès. Mais il est connu en tout cas pour sa chaîne YouTube d'information et pour un podcast quotidien qui dure, je sais plus, genre 5-7 minutes, hein, c'est vraiment très très court. Et il explique en fait les gros titres en gros. Je trouve ça intéressant parce que ça reste dans une démarche de... C'est pas forcément d'aller rencontrer un nouveau public, mais de rendre l'information accessible à tous. Son podcast, c'est quand même une reprise de sa chaîne YouTube, donc c'est pas vraiment un contenu original. Mais je l'ai récemment entendu dans une émission de France Inter, comme quoi, tu vois, la radio, ça a encore quand même un intérêt. Et Hugo Décrypte, c'est quand même une équipe de 13 personnes aujourd'hui. Ouais. Donc c'est peut-être indépendant, mais c'est structuré comme un média à part entière. Et c'est pas tout le monde qui peut avoir 13 salariés, quoi. C'est vrai. Il y a d'autres exemples intéressants de podcasts. Alors, on a parlé tout à l'heure de La Loupe qui s'est lancée depuis nos interviews. Je pense aussi à Sur le fil de l'AFP, Défense de filmer de Brut, Reporter qui s'est lancé cet été là, de Martin Veil. Donc, au final, en fait, j'ai l'impression qu'on peut parler d'information et d'actualité dans le podcast natif. Je pense que clairement, la réponse, elle est oui. Et que surtout, l'offre française... elle commence à être sacrément canon, quoi. Pour des junkies de l'information, comme je disais tout à l'heure, on a de quoi se faire plaisir. Non, il commence à y avoir du monde, on va bientôt avoir l'embarras du choix, mais c'est une bonne chose et c'est rassurant dans un sens. Après, il faudrait juste que les nouveaux arrivants fassent preuve d'un peu plus d'originalité, parce que si c'est pour qu'on ait le même format, d'à peu près la même durée, avec les mêmes, enfin à peu de choses près les mêmes intervenants, il y a que les sujets qui changeront certes, mais la grammaire, elle n'est pas unique et justement, faut que les médias traditionnels, un peu comme a su le faire le quart d'heure par rapport à l'antenne, de se détacher du format radio. On peut inventer des nouvelles formes. Ah ouais, donc en fait, aux questions qu'on se posait au début, en fait, donc est-ce qu'on peut parler d'infos dans le podcast natif ? Clairement, oui. Quels sont les billets de ce média quand on parle d'information, quand on parle notamment dans cette ère pas très cool des fake news ? Comment est-ce qu'on peut savoir aussi en tant qu'auditeur qui croire, que croire et comment choisir finalement ce qu'on va écouter ? Et à l'heure en fait où on le disait, les inspirations au niveau international pullulent. C'est quoi ta conclusion en fait de tout ça ? Avant même le risque de désinformation, il y a aussi le risque de mésinformation, des infos parcellaires, non vérifiées, non recoupées, copier-coller des réseaux sociaux. Donc c'est très facile d'imiter les codes des journalistes tout en racontant n'importe quoi. Il y a ça sur YouTube, ça pullule, ça finira par y rêver dans le podcast quand son audience sera plus large. Donc pour l'instant, on est quand même assez préservé de ce genre de choses, mais je serais pas surpris de voir se développer aussi des podcasts d'opinion ou des podcasts instrumentalisés ou politisés dans un écosystème où il y a peu, voire pas du tout de modération. Et là, c'est tout de suite un peu plus flippant. Parce que quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais quelles sont les prérogatives du CSA, par exemple, sur les podcasts ? C'est vrai. Il n'y a aucune régulation. C'est un peu un no man's land encore. On peut faire un peu n'importe quoi, comme sur les réseaux. Sur les réseaux, tu te fais attraper parce que quand tu tapes des trucs, il y a des IA derrière, il y a des algorithmes qui vont analyser ce que tu as écrit et il y a une liste noire des mots à pas prononcer. Et encore, ça met quand même un certain temps à marcher. Il y a qu'à voir les histoires. Enfin, voilà, on va pas tomber dans ce débat-là.
Mais sur l'audio, c'est faisable aussi. Mais est-ce que c'est fait ? Ouais, non, j'en sais rien, effectivement. Ce serait une question à aller poser dans l'épisode 2. À aller creuser un petit peu plus loin. Eh ben écoute, en tout cas, Hervé, c'était super intéressant. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi et ces 6 derniers mois, finalement, à parler de cet épisode avec moi. C'était et passionnant en tant que consommatrice d'informations et hyper intéressant aussi en fait d'aller rencontrer en fait ces professionnels de l'information, de comprendre en fait comment est-ce que ces médias qu'on écoute, qu'on consomme se sont construits et comment est-ce qu'ils ont construit leur podcast natif d'information et d'actualité. Non, écoute, je te remercie beaucoup Anne-Fleur, c'était un super moment aussi. Faudrait qu'on remette ça, faudrait qu'on trouve un autre sujet comme ça qu'on pourrait aborder à 2. Écoute, dès qu'on raccroche, je vais te parler de mon autre idée. Vous avez un nouveau message. Et voilà, Génération Podcast, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à vous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ce format un peu particulier, un peu en tout cas différent de ce qu'on propose d'habitude dans Génération Podcast vous aura plu, autant que Hervé et moi avons pris plaisir à discuter, à échanger et à écouter en fait les histoires et les différentes perspectives de nos invités. Un immense merci à nos interlocuteurs et interlocutrices. Je pense notamment à Adèle Imbert et Émilie Delettre de Insider Podcast, à Céline Asselot du Quart d'heure de France Info, à Philippe Corbet, responsable politique chez BFM TV, Thomas Rozek, producteur de Programme B chez Binge Audio, et enfin Pierrick Fay de la story Les Échos. Si vous souhaitez échanger autour de cet épisode, nous faire part de vos retours ou continuer la conversation, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. On est un peu partout, notamment plus actifs sur LinkedIn. Vous pouvez chercher Génération Podcast, trouver le post correspondant à cet épisode et commenter. Et sur Instagram, exactement la même chose. @Génération Podcast tout au singulier. Allez, il est temps pour moi de vous laisser tranquille. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à dans quelques jours pour un nouvel épisode. T'entends pas mon chien ronfler par hasard ? Non. Non ? T'inquiète. T'es sûr ?